Et donc, la première question, c'est où est-ce que vous vous situez? Donc, vous allez avoir un petit point bleu qui apparaît à l'écran et il va falloir le placer à l'endroit où se situe votre établissement scolaire. Alors, on a une première classe en Espagne. J'ai vu Bilbao tout à l'heure, donc ça doit sûrement être à Bilbao. Alors, on a une classe de Dublin. J'ai l'impression qu'à Dublin, vous n'arrivez pas à vous connecter. C'est pas grave. Alors, on a une classe dans l'Est de l'Europe. Ah oui, on a une classe. Bah oui, on a Bucarest avec nous, c'est vrai, en Roumanie. Bonjour à vous. Alors, on a une classe à Stockholm. Alors, on a une classe, on avait Dublin tout à l'heure, c'est très bien, mais il me semble qu'on a également Londres avec nous. Oui, on a le lycée international de Londres avec nous, donc en Angleterre. Alors, normalement, on a des classes en France quand même. On a une classe en France, mais c'est vrai que je ne l'ai pas vu connecté. On attend normalement le Portugal. Ah ben voilà, parfait. Le Portugal arrive avec Lisbonne. Et on a deux classes d'Espagne. En Espagne, on a Zamudio et, et deux classes. Ah oui, vous êtes plusieurs. J'ai vu, vous êtes 6 classes au lycée français de Bilbao. Ah ben voilà, vous êtes plusieurs classes ensemble. Ça marche, super. Bon, vous voyez, on est répartis un petit peu partout en Europe. Et normalement, on aurait dû avoir des classes avec nous de Turquie. Alors, une deuxième question pour vous. Là, vous devez écrire sur l'écran dans quelle classe vous êtes. Alors, est-ce que vous êtes en CP, en CE1, en CE2, en CM1, CM2? Et donc, ça va apparaître à l'écran. Donc, vous allez voir, hop, dans quelle classe sont les autres classes qui participent à cet échange. Ah, alors on a une classe de CM1B, une classe de CM1, d'accord. À Dublin, on a des CM2, ok. Alors, on a des CM1, CM2, d'accord, donc des classes doubles. Très bien. Alors, vous êtes combien à avoir répondu? Hop, vous êtes 4. Alors, les autres classes, est-ce que vous pouvez nous dire dans quelle classe vous êtes? Sachant que moi, j'ai l'impression que vous êtes tous à peu près en CM1 ou en CM2. Alors, dans le chat, est-ce que j'ai des petites réponses? Oui, donc il y a les CM2 à Dublin. Eh bien, c'est très bien, vous êtes tous en CM1, CM2. C'est parfait. Alors, ce qu'on va faire, comme on a pris un peu votre son, le temps d'expliquer comment ça va marcher. Ah, salut Doug, je vois que tu es connecté. Alors, donc, je vais vous partager mon écran et donc, je vais laisser la parole à Clémentine et à Douglas qui vont se présenter. Et ce qu'on va faire, comme vous êtes nombreux aujourd'hui, j'espère qu'en partageant mon écran, je vous vois. Vous voyez en bas de l'écran, vous avez alors réaction, vous pouvez lever la main. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever la main pour pas que tout le monde prenne la parole en même temps, sinon ça va être un petit peu le bazar. Comme vous n'êtes pas nombreux, on va pouvoir aller dans pas mal de classes en même temps. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que vous avez qu'à lever la main quand vous avez une question, et comme ça, on prendra la parole, on ira dans chacune des classes pour que chaque classe pose à la suite sa question. Donc, je vous invite à lever la main si vous avez des questions. Je partage juste mon écran pour que vous ayez, hop, voilà, des images qui correspondent. Zoup. Alors, je vais baisser ça. On va mettre ça comme ça. Hop, voilà. Donc, Clémentine et Douglas, je vous laisse vous présenter aux classes qui sont là. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, c'est génial de parler avec vous à travers l'Europe, c'est incroyable même. Je m'appelle Clémentine, du coup, moi j'ai 32 ans et ça fait presque 10 ans maintenant que je travaille pour le bateau Tara et je suis à l'heure actuelle en Bretagne, mais je partage mon temps entre Paris et la Bretagne. Et du coup, moi, je gère ce qu'on appelle les opérations et la logistique du bateau, c'est-à-dire faire en sorte que tout soit prêt avant que le bateau ne quitte la France et avant que le pays arrive dans un nouveau pays. Pardon, oulala, je suis pas bien réveillée. Avant que le bateau arrive dans un nouveau pays. Donc, je suis en lien constant avec d'autres personnes avec qui je travaille, bien sûr, avec l'équipage à bord du bateau, avec le capitaine, mais aussi avec Doug et puis avec tous les scientifiques qui sont sur le bateau, pour être sûr qu'ils ont tout le bon matériel, les bonnes personnes et les bonnes informations pour faire avancer le bateau en temps et en heure. Ça marche. Merci Clémentine. Alors, Doug, tu nous entends bien? Ouais, c'est là, ça marche. Vous m'entendez? Ouais, super. Eh ben, vas-y. Ah, bon, bah déjà très content que tout ça, ça fonctionne. J'ai l'impression que ça a été compliqué pour tout le monde. Bonjour Marine, Clémentine, bonjour à tous les classes. Donc moi, je m'appelle Douglas Couette. Je suis en ce moment à Roscoff en Bretagne.
Et donc, je suis ingénieur en biologie marine. En fait, je m'occupe de toute la partie science à bord de Tara. Et donc, on a beaucoup de partenariats avec différents laboratoires en France et dans le monde. Et je m'occupe d'intégrer toutes ces personnes, tous ces protocoles, toutes ces études à bord du bateau, qui est un environnement vraiment particulier, comme vous allez le voir après, pour travailler. Et donc, je passe beaucoup de temps à bord du bateau. Je partage mon temps entre la Bretagne et à bord de Tara, à travers le monde. Et ça fait maintenant 2 ans que je travaille sur Tara, depuis le début de la dernière mission. Et on avait commencé en Patagonie à ce moment-là. Et donc là, on est en train de préparer cet hiver toute la prochaine mission, puisque dans deux mois, on repart, début avril, pour une mission qui va durer 2 ans autour des côtes européennes. On pourra vous en reparler après. Donc voilà. Ça marche, merci Doug. Alors, bah, du coup, on va commencer les questions. Donc, vous pouvez lever la main, les classes, si vous avez déjà des questions pour Clémentine et Douglas. Et puis, comme ça, on va aller dans toutes les classes. Donc, d'abord, on va poser une question. Comme ça, tout le monde pose une question dans les classes. Donc, alors, eh ben, au lycée français d'Irlande, on vous laisse vous présenter et poser votre question à Clémentine et Douglas. Alors, pour le son, c'est en bas à gauche. Ça s'appelle microphone, il me semble. Ok. Bonjour, vous nous entendez? Oui, c'est bon, on vous entend. Alors, la première question, c'était de savoir où est la goélette en ce moment. Alors, je vous laisse répondre, du coup, Clémentine et Doug. Vas-y, Clem. Alors, la goélette, elle n'est pas très loin de là où je me trouve actuellement. Elle est à Lorient et elle est sortie de l'eau. Donc, on dit qu'elle est mise à sec, c'est-à-dire qu'elle n'est pas en train de flotter, mais on l'a sortie, on l'a mis sur un chantier pour faire des travaux. Donc, entre deux missions, on a besoin de faire ce genre de choses pour s'occuper du bateau, s'occuper des moteurs, gratter la coque, remettre un peu, redonner un peu une petite beauté au bateau. Voilà, là, on voit les photos exactement de là où on a sorti le bateau à Lorient, du coup, en Bretagne Sud, en France. Super, merci beaucoup. Alors, d'autres classes, est-ce que vous avez des questions pour Clémentine et pour Doug? Alors, je vois des mains qui se lèvent, notamment à Bilbao. Caloche, alors je ne sais pas si c'est le nom de l'établissement, le nom d'une personne. Alors, vous pouvez activer votre son. Est-ce que vous nous entendez à Bilbao? Oui, on vous entend. Oui, oui. Et Bonjour. Caleuche, c'est le nom du bateau qu'ils ont choisi et c'est un bateau fantôme Ah, d'accord, pour du écouter ça. Chili. Très Mm. bien, ça marche. Alors, est-ce Alors, que vous avez une ils ont question? envie de poser beaucoup de questions. Ils ont une liste impressionnante de questions, donc j'essaye un peu de les réfréner. Mais D'accord. Ah ben, euh, on n'est pas nombreux, donc on pourra poser pas mal de questions. ah, Je vais juste en ah, prendre une aujourd'hui, enfin une d'accord, dans un premier temps pour qu'au moins chaque classe puisse poser une question. Comme ça, il n'y aura pas de jaloux et ensuite on reviendra dans la classe, bien sûr, sans souci. Alors, d'accord. pour une Donc, question. d'accord. Eh ben, on va commencer avec Mar. Tu poses une question que tu avais écrite. Et quelquefois, le bateau il s'est cassé. Ah, est-ce qu'il s'est cassé le bateau? Alors, Clem et Doug, est-ce que vous pouvez nous répondre à cette question? Vas-y, Clem, tu auras plus d'histoires de cassage de bateau, je pense. Alors, jusqu'à maintenant, le bateau ne s'est pas cassé, non. On a des fois le bateau, il est. Alors, déjà, c'est un bateau avec une coque en aluminium. Donc, l'aluminium, vous voyez là sur la photo, le bateau, il est gris. L'aluminium, c'est gris. L'aluminium, c'est un matériel qui est très costaud et qui résiste très bien aussi dans la glace et dans le froid. Et c'est parce que Tara, on aime bien l'amener dans les pays froids. Et donc, non, le bateau ne s'est jamais cassé à l'heure actuelle et on espère qu'il ne se cassera jamais, mais il vieillit. Et quand il vieillit, eh ben, c'est pour ça qu'on fait des chantiers, c'est-à-dire qu'on le met en dehors de l'eau parce qu'il faut s'occuper de lui et parfois le retaper un peu. Mais si un jour vous avez la chance de voir le bateau, vous verrez que le long de la coque, c'est-à-dire la partie en dessous, il y a des malformations, enfin, c'est pas des malformations, mais il y a des petits, Des Des bosses. bosses, des renfoncements. des bosses, des renfoncements. Voilà, merci Doug. Et ça, c'est parce que le bateau, il a tapé quand il est dans l'eau, il est le long d'un quai. Et parfois, il peut avoir beaucoup, beaucoup de vent. Et donc, du coup, le bateau, il peut taper contre le quai. Mais comme je disais, l'aluminium, c'est un matériel très, très euh, solide. Donc, ça lui a pas fait trop, trop de mal. Mais ça lui a fait quelques marques. Ça marche. Bon, on espère que le bateau va pas se casser quand même. Ce serait Non, cool. on espère que le bateau ne se cassera pas. Ça Il est marche. très solide. Alors,
dans la classe de Madame Jardin, je coupe juste votre son. On va activer le son. Levez bien la main comme ça, c'est plus facile et ça, c'est pas trop le bazar. Alors maintenant, on va rester à Bilbao, mais dans une autre classe, dans la classe de, j'imagine, Laurent. Donc vous... Ah bah parfait. Bah écoutez, vous pouvez activer votre micro, vous présenter et on vous écoute pour votre question. Alors, je vous ai perdu. Bonjour. Alors, on vous entend de très, 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 très loin. Donc, il faudrait vous approcher peut-être un petit peu du micro. Parce qu'on a entendu que vous nous disiez coucou, mais pas très bien. C'est mieux comme ça? Ah oui, c'est parfait. Très C'est mieux bien comme avec le ça. micro. La question, mon bonhomme. Euh, quel est ton pays préféré et pourquoi? Ah bah super, je vous laisse répondre tous les deux, du coup, Doug et Clem. Quel est le pays que vous avez visité, par exemple, pendant l'émission de Tara qui vous a le plus plu? C'est ça. Vas-y, Doug. Oui, moi, j'en ai visité quelques-uns, peut-être 5 ou 6 sur la dernière mission. On allait en Patagonie, dans les Caraïbes, au Brésil, en Antarctique, en Afrique, en Namibie, République démocratique du Congo. On en a fait plusieurs quand même, tous très différents. Et bah, ils étaient tous super intéressants. Peut-être que celui que j'ai préféré, c'était la Patagonie. Je sais pas si tu as des photos, toi, Marine, de ça. Non, j'essaie. Ouais, voilà, ouais. Et en fait, la Patagonie, ça se trouve au sud du Chili. Donc le Chili, il borde l'océan Pacifique. C'est la côte ouest de l'Amérique du Sud. Et à ce niveau-là, il y a toute une région, une énorme région qui s'appelle la Patagonie. Et c'est une région qui est très, très sauvage. Il y a très peu de routes, très peu de villes, très peu de villages. Et donc, il n'y a personne, en fait, dans cette région. Et il y a des dizaines de milliers d'îles. Donc, c'est un énorme labyrinthe où, en fait, on était tout seul avec Tara pendant presque un mois à naviguer. Et on échantillonnait très proche des glaciers, comme vous le voyez sur cette photo. Donc là, c'est un énorme glacier qui se jette dans l'océan Pacifique, dans la mer, dans des fjords, en fait. Et donc, c'est vraiment une région très particulière parce qu'elle est très inaccessible. C'est difficile d'y aller, d'y passer beaucoup de temps. Et c'était magnifique parce qu'il y a beaucoup de faune sauvage. Comme vous le voyez là sur la photo, il y a un dauphin qui saute. On a vu beaucoup de baleines, de dauphins, d'oiseaux marins. Donc, c'était très riche pour ça. C'était vraiment un super voyage. Et en Patagonie, notamment, c'est la troisième calotte glaciaire au monde. C'est là qu'il y a la plus grande quantité de glace après l'Antarctique et le Groenland, bien sûr. Donc, c'est vraiment une zone très importante pour l'eau douce sur Terre et pour la régulation du climat, etc. aussi. Ça marche, merci Doug. Et toi, Clem, du coup, c'était quoi ton pays préféré? Alors, sur cette mission, c'est vrai que j'ai rejoint le bateau, enfin, sur cette précédente mission en Martinique. Et après, je suis allée au Brésil. J'ai aussi rejoint le bateau en Afrique du Sud et puis en Namibie. Et puis, dans les missions précédentes, j'étais allée un peu plus dans le Pacifique, au Japon, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans des endroits assez incroyables. Mais là, c'était plus l'observation des coraux. Mais je dirais que pour la mission précédente, j'ai beaucoup aimé euh, le- le- la rencontre avec Tara en Afrique du Sud. Alors, l'Afrique du Sud, pas forcément pour ses inégalités sociales, mais surtout euh, pour son courant du Benguela. C'est un courant, du coup, qui longe la côte de l'Afrique du Sud et qui longe, voilà, on voit sur la carte, qui part du bas autour de Cape Town et puis qui remonte le long de la côte ouest de l'Afrique. Là, c'était très intéressant parce que c'est un courant, du coup, qui amène des nutriments du fond des océans, qui les ramène à la surface. Et quand il y a beaucoup de nutriments, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup à manger pour le plancton, donc il y a beaucoup de plancton. Quand il y a beaucoup de plancton, il y a beaucoup de poissons. Et quand il y a beaucoup de petits poissons, il y a aussi des gros poissons, il y a aussi des oiseaux. Et donc, c'est une biodiversité très, très riche que l'on peut observer sous l'eau, mais aussi depuis la surface. Euh, et c'est pour ça, évidemment, que Tara était sur place. Et je pense que c'est un endroit exceptionnel sur Terre où il est rare, en fait, d'avoir autant de biodiversité au même endroit. Merci beaucoup. Alors, je vois plein de mains qui se sont levées. Alors, dans une classe, je ne sais pas où vous êtes, vous vous appelez admin. J'ai pas d'autre nom. Alors, il faut regarder si vous vous appelez bien admin. En tout cas, devant, je vois un bureau rose et un bureau jaune. Alors, je ne sais pas si c'est vous. Oui, voilà, c'est vous. Vous avez l'air de bouger. Du coup, vous pouvez activer votre micro et vous présenter. Comme ça, on saura d'où vous êtes. Alors, on ne vous entend pas. Pourtant, j'ai l'impression que votre son est désactivé. Zut.
Est-ce que vous avez un micro, quelque chose pour parler plus près de l'ordinateur, peut-être pour qu'on vous entende? Vous nous entendez? Alors oui, d'un petit peu loin, mais ça va. Alors, répétez-vous pour poser votre question. Alors, vous êtes d'où déjà? Où est-ce que vous vous situez? Alors, j'ai pas entendu. Il faut parler vraiment très très près du micro. J'ai l'impression que le son n'est pas très bon. À Londres, d'accord, très bien. Ça marche. Alors, à Londres, du coup, c'est quoi votre question? D'équipement utilisez-vous pour les opérations? Alors, quel genre d'équipement, quel genre d'instrument scientifique, tu veux dire? Ouais, d'accord. Alors, quels instruments scientifiques? Alors, Doug, tu peux peut-être nous en dire un petit mot? Ouais, alors sur Tara, on étudie surtout le plancton. Alors c'est peut-être un mot que vous avez jamais entendu parler parce qu'on n'en parle pas souvent du plancton et pourtant il est fondamental, il est très important dans les océans. Le plancton, c'est tous les tout petits organismes qui dérivent dans les courants et en général, ils sont tout petits. Ils sont microscopiques pour la plupart. Donc on ne peut pas les voir à l'œil nu, il nous faut des microscopes pour les voir par exemple. Donc c'est des microalgues, mais c'est aussi des animaux un peu plus gros, comme des toutes petites crevettes ou des larves de poissons ou des toutes petites méduses. Et donc tout ce plancton, c'est ce qu'on étudie sur Tara, et il est à la base vraiment de la chaîne alimentaire. Donc s'il y a des poissons, c'est parce qu'il y a du plancton au tout début. Et, et donc pour étudier ce plancton, comment est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on peut travailler comme des pêcheurs, c'est-à-dire qu'on va utiliser des filets à plancton. Donc c'est comme un filet de pêche, mais il a une maille très très petite. Il a une maille de quelques millimètres seulement, voire encore plus petit. Il peut avoir une maille de 0,02 millimètres, donc c'est minuscule. Et donc avec ces filets, on peut attraper des tout petits organismes marins. On utilise là, donc vous voyez le filet Régent, vous voyez un filet Bongo sur la photo. Donc là, c'est deux filets mis l'un à côté de l'autre. Et donc on les déploie à l'arrière du bateau et puis on les tracte pendant 10 minutes ou 20 minutes. Et donc, on va pouvoir capturer tous ces petits organismes dans nos filets. On a aussi d'autres méthodes pour des organismes qui sont vraiment tout petits, comme les virus ou des microalgues unicellulaires. On va utiliser des bouteilles de prélèvement d'eau qui s'appellent des bouteilles Niskin. Et donc, les bouteilles Niskin, elles sont sur cette rosette. Donc, c'est le gros instrument que vous voyez qui est rond. Et là, vous voyez autour, il y a environ 12 bouteilles Niskin. Et pareil, cette rosette-là, on la déploie à l'arrière du bateau avec un câble en acier parce que c'est très lourd la rosette, elle pèse jusqu'à 600 kilos. Et donc cette rosette, on la déploie, on peut l'envoyer jusqu'à 1000 mètres de profondeur et on va capturer l'eau dans ces bouteilles et la ramener en surface pour ensuite pouvoir l'étudier avec nous. Et puis en capturant l'eau, on capture aussi tous les micro-organismes qui sont présents dedans. On parle des bactéries aussi. Donc voilà comment on capture tous ces organismes à bord de Tara. Et c'est comme ça que ça se passe aussi pour sur tous les autres navires océanographiques, ils font un peu la même chose. Et Ça je marche. voulais aussi revenir sur le fait qu'on était avec des classes de Bilbao et d'Irlande. Je voulais vous dire, donc peut-être que Marine, tu leur as dit, mais en fait, on va passer avec Tara à Galway, en Irlande. Et donc, je voulais vous donner les dates. Donc, on sera à Galway mi-septembre. Donc, il faudra venir nous voir. On sera au port de Galway du 12 au 17 septembre, par exemple. Et pour pas qu'il y ait de jaloux, on va aussi s'arrêter à Bilbao, en Espagne. Et donc à Bilbao, on y sera mi-octobre, à peu près du 11 octobre au 17 octobre. Donc voilà, il faudra vous mettre en lien pour voir comment venir visiter le bateau. C'est ça, pour les classes de Bilbao, donc Céline Combe et Maïté Ordoki, qui sont CPA IEN et EMCP2 à Bilbao, ont envoyé hier un mail à vos chefs d'établissement. Donc voilà, ils ont eu l'information hier, donc c'est en train de se faire pour préparer l'escale à Bilbao. Alors, il y a d'autres mains qui se lèvent. On n'est pas allé à Bucarest pour l'instant. Donc Bucarest, vous pouvez activer votre micro, vous présenter et poser une question à Doug et Clem. Alors, est-ce que vous nous entendez à Bucarest? Oui, oui. Est-ce que vous nous entendez correctement? Ah, on vous entend Ah ouais. très bien. Parfait. Très bien. Je vous laisse poser la question d'un élève. Très bien. Alors, Comment a commencé le projet Tara? comment a commencé le projet Tara?
Très bien. Alors, Clémentine, peut-être comme tu es là depuis plus longtemps, tu peux nous dire comment a commencé le projet Tara? Ah, c'est une bonne question, ça, dis donc. Alors, le bateau Tara, déjà, avant de s'appeler Tara, il a eu deux autres vies. Il avait été construit par Jean-Louis Etienne, qui est un grand aventurier français qui avait envie d'avoir un bateau qui puisse aller s'enfermer dans la glace au pôle Nord. C'est-à-dire que la glace, elle entoure le bateau et le bateau, il va dériver avec la banquise. C'était son idée. C'est pour ça qu'il a fait un bateau, comme je disais tout à l'heure, qui peut aller dans le froid et qui peut être très solide dans le froid. D'où aussi sa coque qui a une drôle de forme, on dit que la coque de Tara a une forme de noyau d'olive. Parce qu'un noyau d'olive, quand on appuie dessus, comme je suis en train de faire avec mon doigt, si vous me voyez, on ne peut jamais écraser un noyau d'olive. Il va toujours remonter. Et ben, c'est la même chose avec la coque de Tara. Si on met de la pression sur la coque de Tara, voilà, cette coque qui est arrondie, et ben, on ne va jamais écraser le bateau. Le bateau, il va toujours remonter. Donc ça, c'était l'idée de Jean-Louis Etienne. Et c'est pour ça qu'il a créé ce bateau qui a quand même une drôle de forme par rapport à d'autres bateaux ou d'autres voiliers qu'on peut voir. Et puis ensuite, finalement, il n'a jamais fait cette expédition au pôle Nord comme il en avait envie. Alors, il a revendu son bateau à une personne de Nouvelle-Zélande. Et alors, lui, il s'appelait Sir Peter Blake. C'était un grand navigateur néo-zélandais qui malheureusement est décédé à bord du bateau car il s'est fait attaquer par des pirates quand il a remonté l'Amazonie au Brésil. Lui, son idée, c'était de faire des vidéos et des documentaires, des photos, plein de choses pour montrer la beauté de la nature et la partager avec les enfants du monde entier. Bon, alors malheureusement, comme vous avez compris, son histoire s'est arrêtée court. Et du coup, là, le bateau, il a cherché un nouveau propriétaire, donc le troisième propriétaire. Et c'est là où la créatrice de mode Agnès B et son fils, qui sont des passionnés de la mer et de la biologie marine, ils ont décidé de donner une troisième vie à Tara. Donc en fait, c'est des gens passionnés des océans qui ont voulu continuer le projet, continuer pourquoi Tara avait été créée, et donc qui ont lancé ce beau projet qui est maintenant la Fondation Tara Océan. Et donc ça fait depuis 2003, donc 20 ans, que la Fondation Tara Océan existe et que nous avons des scientifiques, des artistes, des journalistes, des gens du monde entier qui viennent à bord et qui étudient les océans. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on est allé dans toutes les classes? Il me semble qu'on n'est pas allé à Lisbonne, dans la classe de Catherine Janin. Et Stockholm, je ne sais pas si vous avez un micro, la classe d'Hélène Requet, donc le lycée français Saint-Louis. Si vous avez un micro, sinon j'ai vu que vous aviez posé des questions à l'écrit. Alors, en attendant que Lisbonne... Alors, donc à Stockholm, ils n'ont pas de micro et ils ont deux questions. Alors déjà, est-ce que Tara va venir à Stockholm? C'est un peut-être. On n'a pas encore l'information. Normalement, on ne devait pas s'arrêter à Stockholm, mais on va peut-être ajouter cette escale. Donc, Marine vous tiendra informé de si c'est le cas. Et si on vient en... Le problème, c'est que ça va être exactement pendant les vacances scolaires, parce que ça sera pendant le mois d'été, autour de, je vous dis ça tout de suite, je n'ai plus les dates sous les yeux. C'est fin juillet, début août, non? Ouais, c'est ça. Ce sera la troisième semaine de juillet si on vient à Stockholm. Donc, c'est pas... Mais vous pourrez venir si vous voulez avec vos parents quand même pour voir le bateau. Voilà. Et Et je du crois que c'est en lien aussi, enfin, c'est pas très... C'est quelques semaines avant la grande semaine des océans qui se passe dans tout le pays, si je ne me trompe pas. The Ocean Week ou quelque chose comme ça. D'accord. Très bien. Bon, bah, si vous faites quelque chose autour de ça, voilà, sachez que Tara sera peut-être à Stockholm. On vous tiendra informé dans tous les cas dès qu'on a plus d'informations. Si vous souhaitez venir voir le bateau. Et donc, ils avaient une question, c'était est-ce que vous attrapez des poissons en même temps que le plancton? Ah ouais, bah ça c'est une très bonne question. Alors oui et non. En fait, Alors, d'où on t'a sûrement perdu. Ah oui, j'ai l'impression qu'il a une... eh ben, on va très doucement on le tracte très très lentement, très très, très doucement. Donc en général, les poissons, ils ont assez de vitesse pour voir le filet et ne pas rentrer dans le filet. Ils se font pas capturer parce qu'ils voient bien qu'il y a quelque chose qui veut essayer de les attraper et ils rentrent pas dans le filet. Il y a un autre phénomène, c'est que comme on le tracte très doucement et que la maille est très petite, il peut y avoir, si on va trop vite, il peut y avoir un effet de refoulement, c'est-à-dire que l'eau peut aussi
ne pas être filtré très rapidement par le filet. C'est pour ça qu'on doit aller très doucement. Comme ça, il n'y a pas de refoulement et c'est pour ça que les poissons, ils peuvent s'échapper facilement. Donc, on attrape rarement des poissons, sauf avec le plus gros filet qu'on a, c'est le filet Régent, qui fait 680 micromètres de maille. Alors, 680 micromètres, ça fait 0,6, enfin 0,7 millimètres de maille. Donc, ça fait même pas 1 millimètre d'espace. Donc, c'est encore très, très petit. Mais là, quand même, il peut y avoir de tout petits poissons, ou plutôt en général des larves de poissons qui sont capturées par ce filet. Donc voilà, ça peut nous arriver d'avoir des petites larves de poissons, ou là, c'était des munidas, par exemple, des espèces de tout petits krill en Patagonie. Ça peut arriver de capturer ce genre d'organismes, mais qui sont en général très petits. Ça marche. Et pour vous avoir une idée, si vous avez une règle dans votre trousse, vous pouvez prendre votre règle et regarder 1 millimètre. Déjà, c'est pas très très grand. Alors, plus petit qu'1 millimètre, c'est encore plus petit. Comme ça, vous pourrez vous rendre compte de la taille. La maille, c'est c'est le filet et du coup, c'est l'espace entre les trous du filet. Donc, imaginez des trous plus petits qu'1 millimètre. Donc, c'est vraiment tout petit, tout petit. Alors, donc je vois la classe de Lisbonne, vous m'avez posé une question à l'écrit, mais si vous avez un micro, bah, vous pouvez poser votre question à l'oral. Ce sera plus sympathique. Comme ça, vous pouvez vous présenter et poser votre question. Ah, on voit les élèves qui se lèvent. Bonjour. Bonjour. Vous nous entendez? Oui, on vous entend entend bien. bien. Alors, vas-y. Mais pourquoi le nom Tara? Ah, pourquoi le bateau s'appelle Tara? Oui. Alors, le bateau s'appelle Tara, donc c'est son troisième nom. Il s'appelle Tara parce que dans la famille de Agnès B, c'est encore une histoire de famille. Dans la famille de Agnès B, ils ont déjà eu plusieurs bateaux et les premiers bateaux, ils s'appelaient aussi Tara. Là, si on devait mettre un chiffre, Tara, ça s'appellerait Tara 5, en fait, parce qu'il y a déjà eu d'autres bateaux qui s'appelaient Tara. Et pourquoi ce nom-là? Parce que dans cette famille, ils ont lu un livre américain qui est sorti dans les années 30, qui s'appelle Autant en emporte le vent. Et dans ce livre, il y a une maison et un domaine qui s'appelle Tara. Et c'est une famille qui est nombreuse. Elle part souvent en voyage, mais quand elle se retrouve toujours dans cette maison qui s'appelle Tara. Et quand elle est dans cette maison, la famille se sent bien, ils se sentent ensemble, ils se sentent heureux et réunis. Et donc, c'est un peu comme Tara, le bateau. Tu vois, c'est des gens qui viennent du monde entier. Et quand ils se retrouvent sur Tara, et ben, ils travaillent ensemble pour une mission commune et ils s'entendent bien à bord, ils se nouent des amitiés fortes. Et donc voilà, c'est pour faire le parallèle avec cette même maison qui se trouve dans ce livre et dans ce roman américain. Eh bien, merci beaucoup. Je pense que ça répond à ta question. Merci. Merci à toi. Alors, j'ai l'impression que tout le monde a posé une question, donc on va pouvoir refaire un deuxième tour. Et avant ça, je vous propose d'aller faire un petit quiz en ligne. Donc, on va retourner sur Mentimeter. Alors, je ne suis pas sur le bon lien. Il faut que j'arrive à vous pousser. Donc, on était ici. Alors, je vous avais mis le lien dans le chat. Je vais vous le remettre si jamais, par mégarde, vous avez fermé la page. Hop, voilà, je vous le mets dans le chat. Donc, vous allez sur menti.com et vous rentrez le code 57 88 07. Et donc, on va retourner sur une petite série de questions. Et la première question qu'on vous pose, alors elle a déjà été répondue, donc ça va être hyper facile. C'est où se trouve la goélette aujourd'hui? Donc là, vous avez le petit point bleu comme tout à l'heure et vous pouvez le placer à l'endroit où se situe Tara aujourd'hui. Alors, est-ce que vous avez bien entendu ce que Clémentine vous a dit tout à l'heure? Où se situe la goélette Tara aujourd'hui? Alors, à votre avis, on vous laisse réfléchir et ensuite poser le petit point bleu. Alors, dans le chat, le lycée français d'Irlande nous répond Lorient. Très bien. Alors, on a 2 points qui apparaissent à l'ouest de la France, en Bretagne. 3 points. Donc, combien vous êtes? 3, 4, 5. Très bien. Et Lorient nous a également... Madame Ecker, donc c'est à Stockholm, vous avez également répondu Lorient. Et bien, bonne réponse. Bravo tout le monde. C'est bien à Lorient, donc à l'ouest de la France. Alors, une autre question pour vous. On a parlé beaucoup de Tara là ce matin. Et à votre avis, quel âge est-ce qu'elle a cette goélette Tara? Est-ce qu'elle a 44 ans, 34 ans ou 24 ans?
vous laisse réfléchir en classe et ensuite vous pouvez voter sur le logiciel. Comme ça, toutes les réponses vont apparaître à l'écran. Alors, en Irlande, on pense 44 ans et les avis sinon sont très partagés. On a 2 classes qui ont répondu 44, une classe qui a répondu 34 et une autre classe qui a répondu, alors du coup je ne vois plus, mais il me semble que c'est 24. Oui, c'est 24 ans. Alors, les avis sont partagés. Alors, Clémentine et Douglas, est-ce que vous pouvez nous donner la bonne réponse? Parce que les élèves n'ont pas l'air d'être trop d'accord sur l'âge de la goélette. Ouais. On a été confus. Vas-y, Doug. Non, bah, elle est un tout petit peu plus vieille que nous, Clémentine, hein, elle a bien 34 ans. Et elle a été fabriquée en France, alors dans un endroit qui va vous surprendre, puisqu'elle a été fabriquée juste à côté de Paris, en plein milieu des terres, sur les bords de la Seine. Puisque sur les bords de la Seine, à cette époque-là, en 1988-89, il y avait un chantier naval à Villeneuve-la-Garenne. Et c'est là qu'il a été fabriqué. Donc la première navigation de Tara, ça n'a pas été en mer, mais ça a été sur cet énorme fleuve français qui s'appelle la Seine. Et de là, elle a pu rejoindre la mer à l'embouchure du Havre. Voilà. Très bien, merci. Donc voilà, 34 ans, donc pile entre les deux. Alors, je n'arrive plus à passer ma question. Voilà. Alors, une autre question pour vous. Je vais vous mettre l'image en grand. Vous avez vu, Tara, c'est un voilier qui a 2 mâts, dont le bout est orange, vous voyez bien sur la photo. Et à votre avis, quelle est la longueur de ces 2 mâts? Alors, pour vous donner une indication, la longueur totale de Tara, c'est 36 mètres. Donc, on vous propose 3 propositions pour cette longueur de mât. Soit c'est 17 mètres, soit c'est 22 mètres, ou soit c'est 27 mètres. Alors, à votre avis, dans les classes, vous pensez que c'est quoi? Plutôt 17 mètres, 22 mètres ou 27 mètres? Alors, ça a l'air de réfléchir dans les classes. Je vois les mains qui se lèvent, notamment à Londres, là, ça réfléchit fort. Alors, on a 2 classes qui pensent 22 mètres. D'accord, je vous remets l'image en grand, comme ça vous la voyez bien. Alors, à votre avis, quelle est la longueur des mâts de Tara? Alors, donc on a 2 votes pour 22 mètres, 3 votes pour 22 mètres, 1 vote pour 27 mètres. Alors, l'Irlande, tout à l'heure, vous me répondiez dans le chat, est-ce que ça fonctionne maintenant Mentimeter ou est-ce que vous répondez... Ah, bah parfait, très bien. Alors, bah, c'est marrant, tout le monde, tout le temps, les classes pensent que c'est 22 mètres. La plupart des gens pensent 22 mètres. Ah, en Irlande, on pense 27, donc il y aurait 2 votes pour 27 mètres et 5 votes pour 22 mètres. Alors, Clémentine et Douglas, est-ce que vous pouvez nous donner la bonne réponse? Eh ben, c'est l'Irlande. Et du coup, j'ai pas suivi l'autre classe qui avait voté pour 27 mètres. C'est 27 mètres de haut. C'est très haut, hein. On dirait pas comme ça sur la photo. Et donc, Tara a 2 mâts qui font 27 mètres de haut. On dit que c'est une goélette parce que justement, il a 2 mâts de la même, plus ou moins de la même taille. Parce que je peux vous partager un secret ici, entre nous, qu'on ne connaît pas bien. C'est qu'en fait, Tara a 2 mâts qui ne sont pas exactement de la même taille. Parce que celui que vous voyez à l'avant, il fait bien 27 mètres. Et celui que vous voyez à l'arrière, il est un peu plus court parce qu'il est posé sur une bulle qui doit faire, je ne sais pas trop, déjà 1 ou 2 mètres. Donc voilà, mais en tout cas, la hauteur des 2 mâts, quand on calcule en haut, ils font bien 27 mètres. Je pourrais vous montrer tout à l'heure, j'ai une photo qui a été prise du haut du mât qui est plus à l'arrière, vous voyez ici. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais il y a ce qu'on appelle un nid de pie. Et du coup, quelqu'un a pris une photo de là-haut et vous verrez, ça fait très très haut quand on regarde en bas. Donc c'est bien 27 mètres. Alors, une autre question pour vous maintenant. Vous voyez cet instrument scientifique, on n'en a pas parlé encore de celui-ci. C'est un instrument scientifique, vous voyez, qui est tiré à la suite, à l'arrière du bateau. Alors, à votre avis, comment est-ce qu'il s'appelle ce filet-là? Est-ce que c'est la chaussette, le filet à plancton ou le filet manta? Alors, on vous laisse réfléchir dans les classes et ensuite vous pouvez voter pour la réponse qui vous semble la plus adéquate. Alors, en Irlande, je vois qu'on maîtrise bien le sujet Tara. On a une première réponse. En Irlande, je ne vais pas la dire tout de suite pour ne pas spoiler les autres classes. Alors, à votre avis, les autres classes, est-ce que c'est la chaussette, le filet à plancton, le filet manta? Ah, je suis contente. On a un vote pour la chaussette. Ensuite, on a 2 votes pour le filet manta. En Irlande aussi, on pense au filet manta. Alors, les autres classes, à votre avis, un vote pour le filet à plancton. C'est vrai que ça ressemble beaucoup à un filet à plancton.
Alors, les autres classes, oups, il me semble que tout à l'heure, on était à 5 votes. Eh bien, on est à 5. Donc, on a 4 votes pour le filet manta, ce que l'Irlande pense également le filet manta, un vote pour le filet à plancton et un vote pour la chaussette. Alors, Doug, comme tu nous as parlé tout à l'heure des filets à plancton, est-ce que tu peux nous donner la réponse à cette question? Ouais, alors ce filet, il est un peu particulier. Et effectivement, il n'était pas sur les photos tout à l'heure. Et c'est bien un filet manta. Je ne sais pas si vous connaissez les raies manta, qui sont ces superbes animaux qu'on voit souvent dans les zones tropicales et qui filtrent l'eau de mer. Vous regarderez ce que c'est qu'une raie manta. Et il a un peu la forme d'une raie manta avec cette ouverture qu'il a sur l'avant, avec ces deux plateaux jaunes là. En fait, c'est un peu la forme d'une raie manta. C'est pour ça qu'il s'appelle le filet manta. Et ce filet est un peu particulier parce que c'est le seul qui flotte. Donc c'est un filet qu'on tracte en fait et qui reste toujours à la surface. Et il est très utile pour nous pour étudier notamment les microplastiques. Parce que à un moment, quand les plastiques arrivent dans l'océan, souvent ils flottent encore. Et donc ils sont vraiment à la surface de l'océan. Et là, ils se fragmentent. Et en se fragmentant, ils deviennent des microplastiques. Et donc ça fait beaucoup de petits bouts de plastique juste à la surface. Et donc ce filet, il nous permet de capturer ces tout petits bouts de microplastiques à la surface. Et comme ça, on peut les étudier ensuite. Mais il capture aussi plein de micro-organismes qui vivent juste à la surface. Et donc, c'est vrai que souvent, ce filet, il est très intéressant pour nous parce qu'on voit beaucoup de petits organismes qui sont très peu connus, qui s'appellent par exemple des vélèles ou des porpita ou des glaucus. Et ces tout petits animaux, ils sont souvent assez magnifiques parce qu'ils sont bleus, ils sont d'une couleur bleu électrique. Parce que comme ils vivent à la surface de l'océan, ils ont besoin de se protéger des UV et ça leur permet de se protéger face au rayonnement des rayons ultraviolets. Et donc, on a souvent des organismes magnifiques à voir dans ce filet. Ça marche. Merci beaucoup. Et ben, bravo à la majorité. Vous y aviez pour la plupart raison. Alors, on a une dernière question pour vous. Vous voyez sur la photo, vous avez un objet qu'on est en train de sortir de Tara, qui est assez grande. C'est un objet qui est assez grand, pardon, parce que vous voyez, par rapport au marin qui est à gauche, ben, il est plus grand que le marin. Et alors, à votre avis, à quoi est-ce qu'il sert cet objet-là? Donc, vous pouvez réfléchir dans les classes et ensuite, c'est à vous de taper sur le clavier ce à quoi vous pensez. Donc, vous pouvez réfléchir dans les classes, à votre avis, cet objet-là, cet objet gris qui a l'air assez grand, à quoi est-ce qu'il sert? Alors, je pense qu'on a déjà des idées à Bucarest. Alors, on a une classe qui nous propose une dérive, d'accord? Alors, les autres classes, à votre avis, à quoi sert cet objet? Et une fois que vous aurez répondu, on demandera la réponse à Clémentine et Douglas qui pourront nous dire ce que c'est et nous donner des petites précisions. Alors, dans les autres classes, à votre avis, est-ce que vous avez une idée? Alors, une autre classe pense que ça sert à diriger le bateau. D'accord. Très bien. Un aileron pour équilibrer ou diriger le bateau. D'accord. Donc, vous pensez tous que c'est quelque chose qui sert un peu à orienter, diriger le bateau. Une dérive ou une quille qui sert à garder l'équilibre du bateau. Une dérive. En Irlande, c'est pareil, on pense à une dérive. Alors, du coup, Clémentine et Douglas, est-ce que vous pouvez nous dire déjà comment s'appelle cet objet et à quoi il sert? Alors, je me lance. Du coup, sur cette photo, on voit quelque chose qui s'appelle un safran. Et alors, un safran, à quoi ça sert? C'est pas exactement comme une dérive, et ça ressemble à une dérive. Je me suis moi-même posé la question en regardant la photo, mais en la voyant d'ici à l'arrière du bateau, on est bien sur le safran. En fait, le safran, c'est une partie, je regarde ce que vous avez mis pour voir si je peux m'aider. C'est comme un aileron, c'est exactement ça, qui permet de diriger le bateau. Alors, une dérive, ça permet d'équilibrer le bateau. Un safran, ça permet de diriger le bateau. Le safran, en fait, c'est une partie de ce qu'on appelle le gouvernail sur un bateau. Le gouvernail d'un navire, en fait, ça permet du coup voilà, de diriger, je me répète, dis donc, de diriger le bateau. C'est relié à la barre du bateau, c'est-à-dire là où on va dire au bateau, on va un peu à droite, on va un peu à gauche. Et quand on fait ça, on a deux safrans, donc deux safrans comme vous voyez sur la photo, qui vont soit tourner à droite, soit tourner à gauche. Et donc, ça va permettre au bateau de se diriger. On va pouvoir aller plutôt vers l'ouest ou alors plutôt vers l'est.
alors qu'une dérive qui se trouve, les safrans, ils sont à l'arrière du bateau, alors que la dérive, elle se trouve un peu plus au milieu du bateau. Elle va permettre en fait d'équilibrer le bateau pour ne pas qu'il ne chavire. Je ne sais pas si c'était très clair. Je ne m'attendais pas à cette question. Est-ce que c'était clair? Je pense que oui, les classes, vous pouvez activer votre micro et nous dire. En tout cas, à Stockholm, c'était clair. Et Ah, la petite anecdote, c'est là sur la photo, c'est Laurent, c'est le mécanicien. Et l'autre jour, il nous a dit que ce safran, mais il était en train d'être réparé. Parce que vous voyez sur l'image, il y a 2 fissures. Et normalement, il n'y a pas de fissures. Donc, il y avait des soudeurs qui devaient venir pour réparer les safrans. Donc, il nous disait ça parce qu'ils étaient tout juste en train de le réparer. Donc, voilà, c'était Laurent sur la photo qui nous disait ça. Alors, eh bien, écoutez, on va retourner sur hop, le petit PowerPoint et on va recommencer les questions, comme on a encore du temps pour faire les questions. Donc, on va retourner dans chacune des classes. Alors, peux les prendre. Donc, il y a Londres, il me semble, qui a la main levée. Donc, Londres, est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, comme tout à l'heure, il faudra bien vous approcher du micro parce que j'ai l'impression qu'on ne vous entend pas très bien. Donc, voilà, tu peux te présenter, tu peux dire comment tu t'appelles et poser ta question. Je m'appelle Arthur et ma question c'est quel danger y a-t-il à bord? Quel danger y a-t-il à bord? Ça marche. Alors, Clémentine et Douglas, je vous laisse répondre. Quel danger y a-t-il à bord? C'est vraiment c'est un laboratoire, une maison un peu particulière parce c'est tout le temps en mouvement. Le bateau, il est tout le temps en train de bouger. Donc, suivant les conditions de la météo, bah, ça peut être un peu costaud à bord du bateau. Donc, je pense que le principal danger pour nous à bord, c'est de se faire mal, de se cogner ou de glisser parce que le bateau bouge. Donc, c'est ça le principal danger. On utilise aussi des voiles, comme vous voyez là. Et comme les voiles du bateau, elles sont très très grandes, faut toujours faire attention où est-ce qu'on se positionne sur le bateau, où est-ce qu'on met les mains. Faut pas tirer sur des bouts sans faire attention. Là, merci Marine, tu me donnes des idées pour les dangers. Le feu à bord du bateau, c'est toujours le plus grand danger, disons plutôt le danger le plus grave, puisque il faut arriver à l'éteindre tout de suite, sinon le bateau coule. Et suivant où le bateau se trouve, ça peut être un vrai problème. Donc, comme vous voyez, là, les marins, ils s'entraînent toujours, en fait. Régulièrement, toutes les quelques semaines, ils s'entraînent pour combattre si jamais il y a un feu à bord du bateau. Donc, on se sent bien en sécurité comme ça. Donc, voilà un peu les dangers à bord du bateau. Euh, et aussi, il y a les dangers liés à la météo, liés aux tempêtes. Donc souvent, le capitaine, il regarde tous les jours les prévisions météorologiques pour s'assurer que le bateau ne va pas à la rencontre d'une tempête. Et si jamais il y a une tempête devant, ben, il peut même changer la route du bateau ou alors aller s'abriter derrière des îles. C'est ce qu'on faisait par exemple quand on était en Antarctique, sur cette zone polaire au pôle sud. Les vents peuvent être tellement forts, ça peut aller jusqu'à 100-150 km/h. Donc c'est très très costaud. C'était tellement puissant que le capitaine préférait largement aller se cacher derrière des îles, comme vous le voyez là sur la photo, pour être abrité du mauvais temps et abrité de la grosse houle et de la grosse mer, que de rester en pleine mer pour subir la tempête. Donc c'est aussi une manière d'échapper au danger, c'est de fuir face à la tempête. Là-bas, un des dangers, c'était le froid aussi. Donc le vent très fort avec des températures négatives, ça fait un ressenti qui est très frais. En ressenti, c'est -20, -30 degrés, donc ça peut être très froid et compliqué de travailler dans ces conditions-là, avec parfois des icebergs aussi. Donc pour les marins, c'était compliqué de naviguer aussi au milieu des icebergs, comme vous voyez là sur la photo. Et notamment la nuit, fallait qu'ils gardent les yeux bien ouverts pour s'assurer qu'on n'heurte pas d'iceberg. Là, vous voyez, le capitaine, il s'amuse un peu à naviguer au milieu, parfois, des icebergs quand il y a des bonnes conditions. Voilà, je sais pas, Clémentine, si tu vois d'autres dangers qu'on a à bord. Alors, c'est pas forcément à bord, mais c'est qu'ils peuvent venir des éléments extérieurs. Le bateau, comme on a vu, il a un safran et il a des dérives, et donc du coup, il peut pas aller trop proche de la côte, parce que sinon, il risquerait de taper. Il faut pas oublier que c'est un voilier. Et donc, il faut faire attention de ne pas aller dans des endroits où il n'y aurait pas assez d'eau pour le bateau. Sinon, le bateau pourrait s'échouer
ou alors on pourrait casser quelque chose sous la coque. Et puis sinon, en dernier lieu, on peut aussi avoir, alors c'est très rare, c'est arrivé qu'une seule fois sur Tara, mais on peut aussi avoir des risques de piraterie. Il y a 2 endroits dans le monde, je ne sais pas si tu veux remettre peut-être une carte, si tu en as une, il y a 2 endroits dans le monde. Alors là, par exemple, sur cette dernière mission, on voyait entre Pointe-Noire et par exemple Banjul qui était en Gambie, on a dû vraiment éviter ce qu'on appelle le golfe de Guinée, là, dans la corne de l'Afrique, pour éviter cette zone parce qu'il arrive qu'il y ait des pirates qui viennent attaquer les bateaux. Et il y a une autre zone qui est plutôt en Asie du Sud-Est qu'on avait traversée. Oui, alors la zone aussi autour du canal, mais sinon plus côté sud-est qu'on avait traversé lors d'une précédente mission, autour plutôt des Philippines, de l'Indonésie. Par là-bas aussi, il peut y avoir des bateaux pirates qui viennent attaquer les bateaux comme Tara, très bas sur l'eau. Mais alors, c'est très rare, il ne faut pas s'inquiéter, là, principalement quand on se balade sur la mer, en dehors des dangers que Doug a évoqués, il ne peut pas nous arriver grand-chose. Ça marche, merci beaucoup. Alors, donc on va aller maintenant à Stockholm. Je vois la main de Stockholm qui est activée. Donc Stockholm, on vous écoute pour votre question. Ah non, vous n'avez pas de micro, c'est vrai. Et j'ai vu votre question à l'écrit. Ah, bonne question qui revient souvent, c'est qu'est-ce que vous mangez sur le bateau? Apparemment, on y mange plutôt bien. Je vous laisse répondre du coup. Allez, Doug, tu es sur la photo, je te laisse Ouais. expliquer. Alors, on a de la chance à bord du bateau on a 2 marins cuisiniers professionnels. Donc, c'est leur métier de formation. Et en plus de ça, elles sont marins. Donc, elles ont passé un diplôme de marine marchande pour travailler à bord. Et donc, elles participent notamment aux manœuvres. Et donc, on a Carole qui est sur la photo à gauche et Sophie à droite. Et donc, elles alternent les embarquements toutes les deux. Et je disais, on a vraiment de la chance parce qu'elles cuisinent super bien. Donc, elles nous mitonnent de bons plats tous les jours. Donc, même 2 à 3 fois par jour, puisqu'il y a le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Et donc, elles embarquent environ 2 à 3 mois chacune en alternant. Et donc, vu que c'est leur métier de base et que c'est leur passion aussi, eh ben, elles mettent vraiment tout leur cœur et leur énergie pour qu'on mange bien à bord, en quantité, mais aussi en qualité. Et c'est vrai que les repas à bord de terrasse sont toujours un moment très apprécié parce que c'est le moment où on se retrouve tous pour faire une petite pause ensemble. Et puis, on sait qu'on va aussi très bien manger. Donc, c'est toujours très agréable pour ça. Donc, par exemple, là, on fait du pain. Alors après, nous, sur notre temps libre, on peut aussi participer avec elles, les aider en tant que commis, ou parfois on peut même faire un repas complet. On peut les aider pour le pain. Donc là, c'était les premiers pains qu'on faisait avec du levain, donc on était contents. Ça ressemblait à ce qu'on espérait. Euh, donc voilà. Après, c'est vrai que c'est un métier qui leur prend beaucoup d'énergie et de temps. C'est pas de tout repos de cuisiner pour 14 personnes tous les jours. Et en plus de ça, elles doivent gérer les stocks à bord, puisque le bateau, parfois, il navigue pendant 1 mois ou 2 mois sans toucher terre. Donc, elles doivent vraiment jouer avec l'approvisionnement du bateau. Là, vous voyez, quand le bateau, parfois, est au mouillage, bah, il faut tout amener par le petit Zodiac, le petit semi-rigide, là, sur la photo de gauche. Il faut amener toute la nourriture, tous les produits comme ça. Et ensuite, on fait une chaîne humette pour tout apporter dans le bateau. Et ensuite, dans le bateau, il faut trouver plein d'endroits pour tout stocker. Donc, c'est sous nos lits, sous les sièges. Il y en a vraiment partout dans le bateau de la nourriture cachée pour stocker tout ça pendant 1 mois ou 2 mois, parfois plus, hein, parfois 3 mois, pour pas manquer de nourriture. Et donc, pour elle, peut-être que ce qui est le plus dur, c'est de gérer les produits frais, de gérer les légumes et les fruits, les denrées périssables, puisqu'elles doivent, enfin, elles mettent tout leur cœur à nous faire à manger des produits frais et de la bonne cuisine, quoi. Donc voilà, on a beaucoup de chance de les avoir, on mange très bien. Ça marche. Souvent, on prend du poids à bord du bateau. Apparemment. Très Et bien. Alors, vas-y. j'allais dire, et Doug, est-ce que vous pêchez à bord? Alors, oui, on pêche à bord. On pêche autre chose que du plancton. Donc, on pêche. Donc, souvent, en fait, on pêche à la traîne. C'est-à-dire qu'on tend une ligne de pêche avec un hameçon tout au bout. Et on la laisse comme ça, sans s'en occuper. Et puis, en fait, quand on navigue, la pêche à la traîne, ça marche bien dans certaines eaux. Et parfois, on arrive à pêcher de très, très jolis poissons, comme là, c'est une dorade coryphène qui était très bonne à manger. On pêche aussi des thasards.
des thons, enfin des bonites. Voilà, et donc quand on pêche, ben, c'est super parce qu'on sait que pour le jour même, on a du poisson frais. Et donc Carole ou Sophie, ben, ensuite peut cuisiner du poisson frais, cru ou cuit, ça dépend des poissons et des endroits où on est, quoi. Ça marche, merci. Alors du coup, on va essayer d'aller vite, mais de prendre quand même au moins une question dans chaque classe. Alors à Bilbao, dans la classe de Laurent, est-ce que vous pouvez activer votre micro et on vous écoute pour votre question. Bonjour. Bonjour. Notre, Bonjour. notre question, c'est où va le caca et le pipi? Et question essentielle, alors je vous laisse répondre. C'est une très bonne question. C'est important de poser aussi ces questions. Alors, quand on est à quai, c'est-à-dire quand le bateau, je ne sais pas si on a une photo de quand le bateau est à quai dans une ville, par exemple, comme quand il va venir à Bilbao, et ben, quand on fait pipi, quand on fait caca, on tire la chasse. Ça va dans une grosse caisse de stockage à bord du bateau. Et après, on peut soit stocker à bord du bateau dans cette grosse caisse qui se trouve à l'intérieur de la coque, qu'on va vider plus tard très, 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 très loin dans la mer, ou alors on va avoir un camion extérieur qui va venir et qui va pomper tout ça en dehors du bateau. Ou alors, la troisième option, si on a de la chance, eh ben, c'est un peu comme à la maison. Parfois, quand le bateau il est à quai, on peut se connecter directement au circuit de la ville, c'est-à-dire comme dans ta maison. Une fois que tu as tiré la chasse, tu vois plus ce qui se passe derrière. Et ben, parfois, avec Tara, ça arrive. C'est assez rare. Donc, généralement, il faut stocker ça à bord, soit le relâcher en mer très, très loin des côtes, ou alors avoir un camion qui vient récupérer ça quand on fait des escales. Ouais. Parce qu'il faut savoir que c'est interdit dans la réglementation internationale de relâcher les eaux noires. Donc le caca, le pipi, c'est interdit de les relâcher tout près de la côte. C'est autorisé loin de la côte, mais pas tout près de la côte. C'est pour ça que Clémentine disait qu'on devait le garder dans des caisses à bord du bateau avant de rejoindre le large, où là, bah, ça va être dilué dans l'océan avec un impact vraiment minime, quoi. Voilà, donc c'est pas rejeté dans la mer directement. Une fois qu'on tire la chasse, ça ne va pas directement dans la mer, c'est stocké à bord du bateau. Ça marche, merci beaucoup. Alors maintenant, on va retourner en Irlande. En Irlande, je vois que vous avez la main levée, donc on vous écoute pour une question. Vas-y, Hippolyte. Bonjour. 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 Est-ce que l'océan utilise des moteurs quand il n'y a pas de vent? Vous avez entendu la question? Est-ce que Tara utilise des moteurs quand il n'y a pas de vent? Et la deuxième question d'Hippolyte, c'était le poids Quel est le poids du bateau? Le poids du bateau. On a un technicien, là, un futur technicien dans la classe. C'est Là. bien. Alors, je vous laisse répondre du coup, Clémentine et Douglas. Quand il n'y a pas de vent, comment ça se passe? Bah, tu veux répondre, Clem, ou... Vas-y, lance-toi, je répondrai sur le poids. Alors ouais, alors quand il n'y a pas de vent, c'est une très bonne question. Effectivement, quand il n'y a pas de vent, on est obligé d'utiliser des moteurs pour avancer. Et donc, a deux gros moteurs vraiment situés dans les entrailles du bateau. Et donc, ces gros moteurs, on les utilise pour naviguer, pour faire toutes les manœuvres de port. Donc, quand on rentre dans un port, quand on en sort, tout ce qui est assez technique en navigation, mais aussi quand il n'y a pas de vent. Et donc, je connais pas le chiffre exact, mais Clémentine, toi, tu sais en gros la moyenne sur la précédente mission d'utilisation de voile par rapport au moteur sur les 2 ans de la dernière mission, ce que c'était? Oui, alors sur la dernière mission, on dit que c'est moitié-moitié. On a utilisé la moitié des moteurs, enfin la moitié du temps, on a utilisé les moteurs et la moitié du temps, on a utilisé la voile. Par exemple, si tu te remets sur la carte, il y a des moments où donc tu étais aussi à bord, où on ne pouvait pas du tout utiliser les moteurs, ou alors, à l'inverse, on a pu beaucoup utiliser les voiles. Par exemple, sur la traversée que vous voyez entre Punta Arenas et Cape Town, donc tu étais à bord. Ouais, non, j'étais pas à bord. Non, c'était pas à bord, je me souviens plus, excuse-moi. Et ben là, ils ont utilisé beaucoup beaucoup les voiles, justement, ce qui Ouais. était assez génial. Et donc, ils sont arrivés plus tôt. Mais quand vous regardez, par exemple, la côte entre Iquique et Pointe-à-Pitre, et ben là, du coup, Tara devait aller contre le vent. Donc, quand le vent n'est pas dans le bon sens et qu'on peut pas, il faut tirer ce qu'on appelle tirer des bords, c'est-à-dire remonter contre le vent, ce qui n'est pas toujours facile, surtout avec un bateau aussi lourd. Et donc, du coup, là, on a plutôt utilisé le moteur. Et puis après, il y a certains endroits où on n'a pas de vent du tout. Et donc là, il faut bien évidemment utiliser le moteur.
Mais les expéditions de Tara sont normalement organisées pour qu'on suive quand même les vents, les bons vents. Et le poids Notamment. du bateau? Alors, le bateau est fait, on aurait dû la mettre dans les questions. Moi, je ne le connais pas. Il fait 130 tonnes. À vide ou avec des instruments? 130 tonnes à vide, généralement, on dit. Donc, bien plus quand Doug a mis tous ses équipements à bord. Ouais, et qu'il a bien mangé. Et qu'il a bien mangé. Et qu'il a mis, qu'on a beaucoup de gasoil à bord et tout le reste. Donc, c'est un bateau qui est quand même assez lourd. Qui est assez lourd. Et donc, du coup, il lui faut aussi quand même pas mal de vent pour pouvoir avancer. Pour avancer. Mais pour vous donner une idée, comme quoi c'est un vrai voilier, Tara va quand même beaucoup plus vite à la voile qu'au moteur. Voilà, s'il y a un vent de 20 nœuds, ce qui est quand même très courant sur les océans, eh ben, on va quand même plus vite à la voile qu'au moteur. Donc, il est vraiment conçu pour naviguer à la voile, quoi. Et Ça marche. notamment dans le gros temps. Ça pose pas de problème à Tara de naviguer quand il y a du fort vent. Ça marche, merci beaucoup. Alors, il nous reste 2 questions. On va retourner à Bucarest et ensuite on ira à Bilbao pour la classe qui est embarquée à bord du Caleuche. Alors, à Bucarest, on vous écoute pour votre question. Tu peux te présenter et on t'écoute. En combien de temps comptez-vous faire le tour du monde? Alors, Tara, je crois, à chaque fois j'oublie ce chiffre, Marine, Doug, je ne sais pas si vous vous souvenez, je crois qu'on dit qu'on a déjà fait l'équivalent. Si tu mets toutes les expéditions de Tara les unes après les autres, donc tous les kilomètres que Tara a parcourus, je crois qu'on dit qu'on a déjà fait plus de 10 fois le tour du monde avec Tara. C'est ça, le tour de la Terre. Voilà. Mais du coup, comme tu vois, les expéditions qu'on crée et qu'on met en place, elles sont assez ciblées géographiquement. Bon, c'est un grand espace, comme tu vois ici, c'est l'Atlantique. Mais chaque mission ne fait pas le tour du globe. On va aller à un endroit, sur une zone du globe bien spécifique. Voilà, mais 500 000 kilomètres, il me semble, donc ça fait à peu près 10 fois le tour de la Terre. Alors, du coup, à Bilbao, ah oui, puis on aura le Portugal, désolé, je vous ai oublié. Alors, à Bilbao, les clercs qui ont embarqué pour leur expédition virtuelle à bord du Caleuche, on vous écoute pour une deuxième question. Alors, est-ce que vous nous entendez à Bilbao? Et on vous entend. Vous nous entendez? Souvent. Comment avez-vous décidé de faire le projet? Alors, pourquoi vous êtes chez Tara, Clémentine et Douglas? Vas-y, Pourquoi est-ce que nous, on est chez Tara, du coup? Pourquoi est-ce que nous, on fait ce travail? Alors, moi j'ai décidé de travailler pour Tara parce que je suis passionnée des océans. Je suis passionnée du petit plancton jusqu'au petit poisson clown, jusqu'à la baleine. Et j'avais envie de rencontrer des scientifiques qui pouvaient m'expliquer un peu plus sur ce monde que je n'avais observé que à travers la plongée, que à travers un masque de plongée. Et donc, je ne connaissais pas très bien les tenants et les aboutissants. Donc, j'ai décidé de, de dédier mon temps, mon énergie et mon travail pour ce beau bateau. Ça marche. Et toi, Douglas? Alors moi, c'est un peu les mêmes raisons que Clémentine, hein, et c'est les mêmes raisons pour la plupart des gens qui viennent travailler sur ce bateau. J'avais vu ce bateau quand j'avais 17 ans, 17-18 ans, et ça m'avait passionné de voir un navire comme ça qui faisait des expéditions scientifiques autour du monde. Et j'ai vraiment eu envie de venir travailler à bord parce que on fait un métier qui est très intéressant. En plus de ça, on navigue à travers le monde, on découvre plein de choses. Et puis, on a un peu ce sens de l'utilité de travailler à bord pour la découverte des océans. Aussi, le fait de partager toutes ces aventures avec vous, avec des jeunes, mais aussi avec des moins jeunes, avec vos parents, avec des adultes dans les escales ou par des visioconférences. Donc, c'est un projet qui est très intéressant pour ça et qui est passionnant pour des gens qui sont très intéressés par les océans, mais qui veulent aussi participer à leur protection et à la sensibilisation, quoi. Donc voilà, moi j'avais vu le bateau pour la première fois quand il était dans la dérive arctique sur des images et ça m'avait vraiment passionné de voir ça. Faudrait que vous voyez des images du bateau quand il était pris dans les glaces. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant à voir. C'est pas une image très courante
à voir. Et voilà, je me souviens quoi, j'étais adolescent à ce moment-là. Toi, tu te souviens, Clémentine, quand est-ce que tu as entendu parler du bateau? Eh ben, je dirais, il y a à peu près... toi, tu l'as connu avant moi. Moi, je dirais, il y a peut-être 15 ans, ouais. Et pareil, c'était sur... moi, c'était pendant la mission, celle d'après, qui s'appelait Tara Océan, où justement, ils avaient mis en place... donc, on n'était pas encore là avec Doug, mais ils avaient mis en place une mission pour aller étudier le plancton de plus près. Parce qu'à l'époque, on ne connaissait pas bien le plancton, on ne savait pas trop ce que c'était et à quoi ça servait. Et surtout, cette mission a permis de découvrir des milliers de nouvelles espèces de plancton qu'on ne connaissait pas du tout avant. Et comme vous a montré Doug plus tôt, le plancton, c'est plein de formes différentes. Alors, en dehors de tout ce que ça nous apporte pour nous, humains, sur la planète, c'est plein de formes différentes, c'est plein de couleurs. J'étais complètement fascinée par ce monde qu'on ne peut pas voir à l'œil nu finalement. Quand on prend de l'eau, que ce soit devant Stockholm ou devant Bilbao par exemple, ou quand on boit la tasse, on ne se rend pas compte en fait qu'à l'intérieur, il y a des petits micro-organismes. Et dès qu'on les met sous un microscope, eh ben, on peut les observer comme sur les photos que vous voyez là. Et du coup, j'étais complètement passionnée. Mais là, du coup, on a un exemple avec Dou qui est biologiste marin ou avec moi qui gère la logistique et organise du coup l'émission. Mais il y a plein d'autres métiers au sein de la Fondation Tara Océan. Vous avez aussi Marine qui vous permet d'être ici aujourd'hui. Et puis, il y a aussi, bien sûr, les scientifiques. Mais on peut aussi être journaliste pour embarquer sur Tara. On peut aussi être artiste pour embarquer sur Tara. On peut prendre ce que les scientifiques font et le transformer sur quelque chose qui est compréhensible par les enfants, par le public, notamment aussi par les politiques. Donc, il y a plein d'autres métiers et plein d'autres gens passionnés sur ce bateau. Merci beaucoup. Alors, on va dire au revoir à Bucarest. On va prendre la dernière question du Portugal, mais on dit au revoir à Bucarest. Salut tout le monde. Merci d'être venu. À Stockholm aussi. Au revoir à Stockholm. Alors, on va juste prendre une petite question du Portugal, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de poser une deuxième petite question. Désolée pour ce retard. Merci. Au revoir. Alors, du coup, au Portugal, on vous écoute. Quelle est selon vous la destination la plus écologique? C'est une bonne question. Je pense que la destination la plus écologique, c'est la maison. C'est celle qui te fait pas beaucoup voyager. Et une autre alternative, c'est d'utiliser que des moyens faible émission de carbone. Donc, si on pouvait utiliser que les voiles tout le temps, ce serait aussi un voyage assez écologique. Donc, on essaie de tendre vers ça à bord du bateau, à bord de Tara, mais comme on en a parlé tout à l'heure, c'est pas toujours possible. Donc voilà, je pense que c'est ça les destinations les plus écologiques. Donc, si tu pars à vélo, ce sera assez écologique aussi, par exemple. Ça marche, merci beaucoup. Et ben, merci à tous. Désolée pour le petit contretemps. Je vous mets juste une petite photo. Tout à l'heure, on parlait des mâts de Tara. Donc là, vous voyez, c'est une photo qui a été prise de Nippi. Vous voyez, c'est super haut quand même quand on est tout là-haut. Donc voilà, c'était pour la petite photo de la fin. Et ben, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci beaucoup d'avoir participé. Désolée pour le petit couac de logiciel du début. Donc, avec les décalages horaires, je ne sais pas quelle heure il est exactement chez vous tous, mais bon appétit, bonne journée et à bientôt. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup, à bientôt. Merci Marine, merci pour vos questions. Merci Clem et Doug. N'hésitez pas à mettre vos micros hein, si vous voulez, les classes activées et nous faire un petit au revoir. C'est toujours sympa. Au revoir tout le monde. À Londres, on est content. À bientôt. À bientôt. Au revoir. À bientôt, lors des escales de Tara. À bientôt.